On démarre toujours par un jeu. Moi, je lance le jeu. Vous êtes prêts ? On peut faire. Vas-y. Allez, 1, 2, 3. Le sol, c'est de la lave. J'ai battu François là. Non, Ouais, non. François, t'as Si. perdu. Si. Non, Si, non. François, C'est pas très radiophonique. François, t'as perdu. C'est pas vrai. C'est J'ai principe. pas vu. Moi, de toute façon, j'ai triché, donc je savais le jeu. Donc, forcément, évidemment. j'étais en prums. Eh ben François, tu François, t'as démarres. perdu. François, tu Alors. démarres. Allez. Allez. Ok. La Fabrique, aujourd'hui, avec Ramzi Assadi, Juliette Arnaud et François Audouin, le podcast sur la création, épisode 7, et notre invité, Thomas Bideguin. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Juliette. Je vais quand même rappeler aux auditeurs qui sont François et Juliette. Je te jure, tu refais ça. Ramzi, je te crève un œil. Déjà, toi, tu vas parler dans le Je te micro. crève un œil si tu fais ça. Et si, parce que les gens découvrent les podcasts au fur et à mesure, donc ils savent pas. Oui. Donc Juliette Arnaud, comédienne, autrice, réalisatrice, également chroniqueuse sur France Inter. Ouais. François Audouin, comédien, réalisateur radio, auteur Réalisateur également. tout court. Ouais, réalisateur. Réalisateur aussi. Tu as fait 2 courts-métrages, 3, 4 Alors, j'ai fait... 28. Non, j'en ai fait 3. 3. Un qui était produit par France 3 et 2 autres qui sont avec mes petits étudiants, donc c'est dans un cadre un peu plus scolaire, mais que j'ai quand même réalisé, que je réalise... Qui sont professionnels. Hein, Oui, professionnels, c'est pas les mêmes moyens. les courts-métrages. Mais voilà. Ok. Et donc notre invité, Thomas Bideguin, bonjour. Mais bonjour, mais quelle joie d'être là Ah ouais. avec des sourires amis comme ça. Ben oui, on est, Alors, on est très contents. Hein. Pour ceux qui moi connaissent aussi. pas Thomas Bideguin, est-ce que l'un de vous peut le présenter? Moi Oui. Non, ou toi, alors, d'ailleurs. je vais commencer. Auteur, d'abord auteur. Ouais. Hein, auteur, tu es connu Je suis connu comme principalement scénariste. de scénariste, co-scénariste de Jacques Audiard. Voilà. 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 Et aussi réalisateur. Et maintenant, un peu. Je fais un film tous les 7 ans, ça encombre pas non plus les écrans, mais bon. Oui, je suis Ouais, mais il auteur faut le de temps, parce Jacques, que mais le premier- de beaucoup d'autres quand Ouais. même aussi. Oui, j'ai oui. quand même pas mal diversifié au fil des années. Mais c'est vrai que à Disons chaque fois, que je t'es suis connu. présenté Voilà, par, c'est ça. par le scénariste De de Jacques Audiard. voilà, Jacques Jacques Audiard. Voilà. Et tu as réalisé un premier long métrage qui s'appelle Les Cowboys en 2015. Exactement. J'ai bossé la bio, hein, Pas mal. Ah, super. que franchement. j'ai vu pour la première fois avant le podcast. Et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok. Ok. Une partie de Selfie, Du ça film Ouais, Selfie, exactement, un Selfie, film à sketch. un film à sketch. Voilà, il y avait ça, 5 des sketchs. réalisateurs, j'en ai réalisé un. Voilà. Avec l'épisode avec Blanche Gardin et Maxence Toile sur un Ok, enfant très, malade. Très drôle. Très, très Que drôle. moi, je n'ai pas vu par contre. Oui, c'est très très drôle. C'est l'histoire d'un couple qui veut absolument avoir des vues sur. En fait, ils ont un enfant malade, un enfant qui a une maladie, une grave maladie, et ils font un vlog. Et ils tournent tous les trucs, donc on les envoie. Alors le PSG leur envoie des maillots signés, ils reçoient des tas de trucs. Ils vont, je sais Ils pas sont quoi. en empathie, toutes Et les marques voilà, sont en et empathie. ils donc, font des millions de vues avec ce truc. Et puis un jour, ils vont chez le médecin qui dit c'est un miracle, il est guéri. Et là, ils sont bien emmerdés. Et c'est comment continuer à faire des vues avec un enfant guéri. Voilà. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Est-ce que c'était une série de petits films qui traitaient de la célébrité, du goût de la célébrité Non, de la Des- diffusion non, c'est des une série nouvelles de petits technologies. films qui parlent des nouvelles technologies avec des gens qui sont pas très jeunes. Ouais. Donc là où ça frotte un peu. Voilà. Ah, parce que les jeunes, ça frotte pas un peu. Non, il y a celui Ça, de. les jeunes, celui- ça la- frotte. La partie avec. Ça, madame sait vivre. La partie avec Manu Payet est aussi assez drôle. C'est le type qui se laisse guider par Amazon et par les recommandations choix, les Amazon. recos, ouais. Donc en fait, par exemple, il achète un kit de pêche. Il sait pas pêcher, mais on lui a recommandé. Et Donc, après, il se dit- souvient et il dit tu sais, mon père, il m'a amené pêcher, j'avais complètement oublié. Et il se laisse là, guider, il se laisse guider, il se Tu laisse vois, guider. ils s'en sont souvenus. L'algorithme est censé souvenu. Alors que moi, j'avais Mieux que complètement lui. oublié. C'est ma mère qui m'a dit mais Jusqu'au tu t'es moment- remis à la pêche. Et jusqu'au là, jusqu'au moment- moment où l'algorithme lui dit acheter une corde. Oula. Une corde, mais pourquoi faire? Et c'est vraiment. J'ai c'est bien vraiment une très- petite idée. Voilà. Ah, il y a plein de choses. Et donc, Juliette, vas-y, tu voulais démarrer avec une question. Ah bon?
On en a parlé il y a 5 minutes. Oui, oui, bah ça va, j'ai un petit cerveau. Elle Moi. fait vachement bien la Non, surprise. oui, la question que je voulais te poser tout de suite, bah, parce que en fait, moi j'ai vu les Cowboys quand c'est sorti, Ah donc juste après les attentats. oui, exactement, juste après. Là. Lesquels Peut-être. Quels ouais. attentats Oui, 2015. Peut-être Non, juste, juste après le Bataclan. c'était Ouais. juste C'est sorti après. là, Oui, 8 oui. jours après. Oui, je sais parce que j'étais en salle de presse dans un sous-sol pour aller voir les Cowboys juste après le Bataclan. Du coup, J'étais- faut peut-être expliquer pourquoi Bah, il y a un lien. Le Eh pitch. ben, alors il y a un film. lien parce que dans les Cowboys, il y a c'est une famille qui est plutôt une famille qui a l'air de s'aimer, d'aller bien, sauf que la gamine adolescente disparaît et son père assez vite, en fouillant dans ses affaires, comprend que en fait elle a Elle est rejoint, partie au djihad voilà, avec potentiellement, son copain. voilà. Mais en fait, ce qui est marrant avec les Cowboys, c'est qu'on a commencé à écrire ça, et pour nous, le djihad était un truc des années 90. Parce qu'il n'y avait pas eu encore ISIS, Non, et il n'y avait ouais. pas eu encore les attentats, ni de Charlie. Donc on raconte cette histoire en s'inspirant un peu de la prisonnière du désert, et en se disant, voilà, c'est des types qui aiment se déguiser en cow-boy le week-end. Et donc c'est des types, parce qu'ils se déguisent en cow-boy, ils pensent que les autres, c'est les Indiens. Et donc, comme elle part avec Ahmed, son petit copain, le père, il dit, ben voilà, elle est partie chez les Indiens, et ils l'ont capturée. Et donc il va... la chercher. Et la première phrase du film, c'est « T'as pas vu Kelly ?» Et la deuxième, c'est « Elle peut pas être bien loin. » Et ils vont passer 15 ans à la chercher. Et donc, on commence à écrire ça, et puis arrive ISIS, arrive vraiment une nouvelle truc du djihad. Ouais. Il y en avait eu pas mal dans les années 90, tu sais, avec le gang de Roubaix, avec plein de gens qui étaient partis comme ça. Et Mais du coup, toi, tu avais commencé à l'écrire en quelle année? je sais pas, on a j'imagine- commencé à l'écrire, je pense, 4 ans avant. Donc, Ouais. On, c'est toi et Noé Debré. Après, en septembre. Oui, pardon. C'est avec Noé Debré. Donc voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'on l'écrit, arrivent des témoignages de gens. Et on lit des scènes qu'on a écrites. Dans Libé, je me souviens, il y a une scène dans le film où les parents commencent à fouiller la chambre de leur fille. Et puis, ils trouvent un cahier avec des exercices d'écriture en arabe. Et on lit exactement cette scène dans des témoignages dans Libé un matin. Mais toi, c'est parce que tu t'étais documenté en amont sur ce qui se passait dans les années 90? Parce que Ou c'est parce parce que- que j'avais fait parce que pour un réalisateur m'avait poussé à réfléchir aux gangs de Roubaix et tout ça, donc j'avais pas mal lu sur eux et donc sur cette première vague de djihad qu'il y a eu dans les années 90. En fait, il y en D'accord. avait déjà eu, il y en a eu une à la fin des années 70, et puis au moment il y de en l'invasion de avait eu- l'Afghanistan, Ouais. et puis là, dans les années 90, le monde, à travers, parce qu'il y avait la guerre en Yougoslavie, et ça passait par là. Alors c'est une boucle historique parce que pendant la guerre en Yougoslavie, il y a eu ça aussi. Oui, exactement. Ben voilà. Et donc, il y a eu des filières qui sont installées à ce moment-là. Et donc, on écrit ça. Arrive ISIS, enfin l'État islamique. Donc, il y a une vague de djihad. Donc, on lit des trucs comme ça. Et puis, maintenant, il faut tourner le film. On va et on tourne au Pakistan. Enfin, une partie du film se passe à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Et on nous dit, impossible de tourner au Pakistan. Enfin, si on peut tourner, ce qui est compliqué, c'est de revenir après. Et, mais donc, c'est dans le film va- d'ailleurs, ça aussi. on va tourner en Inde, juste de l'autre côté de la frontière avec le Pakistan. Et tout le monde nous dit, faites gaffe. Faites gaffe là-bas et tout ça. On part, on arrive, on commence à tourner, 2 jours de tournage. Et il y a Charlie Hebdo qui se passe Ah ouais. à Paris pendant le tournage. Et donc, c'était terrible. Et donc, je parle à toute l'équipe. On est tous sous le coup, tout le monde, on faisait des repérages et le soir, tout le monde avec des radios à écouter ce qui se passait, la traque, et enfin c'était fou. Et la première ville dont il parle, c'est Charleville-Mézières, et dans le scénario, la première ville où va François Damiens, Qui joue le père. Ballan, et ben, c'est Charleville-Mézières. Et donc là, les trucs, enfin, voilà, Ouais. tout ça. Attends, il y a une Et sorte puis on d'Inception, revient, on monte le film et tout ça, qui du coup avait une, je sais pas quoi, une résonance, tu vois, qu'on lui soupçonnait pas. Et qui se passe aussi en partie en Belgique. et Donc qui on se a- passe effectivement Ouais, donc il y a vraiment en Belgique, tout, dans le nord de l'Europe. Et tout ça. Et on tourne en Belgique, on tourne en Inde, voilà, la frontière avec le Pakistan, on tourne à Paris, enfin dans le Rhône. T'as coché tout ça. toutes les cases, quoi. Et quand on revient, le film voilà, sort, est programmé donc pour le 21 septembre. Un truc comme ça. Et voilà. Et la semaine avant, il y a le Bataclan. Et donc tous les cinémas sont fermés. Enfin bon, c'est un truc c'était très curieux. Alors juste une petite. Et la même année, on avait écrit avec Noé, Dipan. 21 novembre, hein, pardon. C'était Non,
Enfin, ça sort, ouais. Enfin, Ouais, je crois avant le Bataclan. Bataclan. Oui, c'est ça, juste Bataclan. après le Bataclan. Juste après le Bataclan, En donc pardon, novembre. ouais, Oui. Exactement. Pardon. Non. Et donc, et la même année, on avait écrit avec Noé Dipan, qui parlait Pour de Jacques Audiard. la Bourgeois Audiard et qui racontait l'histoire d'un migrant et la crise Hmm. migrant. Et donc, c'était l'année Ah ouais. des dossiers de l'écran. Voilà. Alors, non, En fait, moi, le- la question que j'ai, qui le me brûle prophète, les c'est- lèvres parce que ça m'angoisse, ça parle de quoi ton prochain film? Ah, merde. C'est pour savoir ce qui Eh va ben, nous ça tomber parle sur la gueule. D'amour. Mais merci. Tant qu'à faire. Tant Merci, qu'à Thomas. faire. Tant qu'à faire. Non, ça parle d'amour. Et voilà. Ok. Et donc, au final, on n'est pas venu aller jusqu'au bout de ta première question. Ouais, ma première question, c'était donc. Vous avez droit à 2 questions. Hein. Ça dure 1 heure. Normalement. Ah ouais. Alors attends, je vais en enlever. Donc moi j'avais bien vu, donc j'avais vu Les Cowboys quand c'est sorti et puis tous les films de Jacques Audiard, ceci, cela. Et puis après t'es venu travailler dans l'émission et à Ouais. t'écouter bavarder avec toi avant, après l'émission, je me suis rendu compte à quel point tu voyais du cinéma. Ouais, j'en vois beaucoup. Vraiment, c'est gargantuesque. Et la question que je me posais, c'était comment est-ce que t'es arrivé au cinéma? Eh ben, c'est très simple. J'allais à l'école pas très loin d'ici, à l'école maternelle, puis ensuite au primaire. Et la mère de mon meilleur copain était ouvreuse. Il y avait des ouvreuses à l'époque, c'est vous dire si je suis pas jeune. En tout cas, voilà, la mère de mon meilleur copain, avec qui j'étais à la maternelle, rue de Verneuil, puis à l'école, rue Saint-Benoît. Et sa mère était ouvreuse à l'Action Christine, qui faisait partie du circuit Action à l'époque. Voilà. Et donc, on allait au cinéma. Je pense que de 9 ans à 20 ans ou 22 ans, j'allais tous les jours. J'ai vu tous les films qui sont Ça, c'est passés. vraiment comme Sérieux Faroukia. Tous les films qui sont passés au Christine. Elle nous tamponnait les cartes de fidélité ensuite, donc on pouvait aller voir au Mac Mahon, enfin dans tout le circuit Et elle Action. vérifiait un peu que vous alliez voir des films de votre âge Bah, ou... tu sais, c'était un cinéma de répertoire. Il y avait donc beaucoup de films des années 30, 40, 50, 60, des années 70, pas encore. Tu vois, on parle des années 80. Et donc voilà, on regardait. Donc, toute ma cinéphilie, elle vient de là. C'est-à-dire des films noirs de la Warner, des comédies musicales de la MGM. Donc, c'était vraiment un cinéma de studio. Et je regardais, et c'était à l'époque, tous les mercredis, c'était le rituel. On ouvrait Pariscope et il y avait au milieu là, une page avec tous les films disponibles. Et là, on cochait les films. Et les séances à voir, les trucs, les films qu'on n'avait pas vus, de Raoul Walsh et tout ça. Et c'était la grande époque de Spielberg. Et moi, là, tous les copains parlaient de Spielberg. Vous savez, non, c'est Michael Curtis. Faut voir, voilà. J'avais tout un truc sur Raoul Walsh. Et je lisais beaucoup sur le cinéma, du coup. Beaucoup sur le cinéma noir. Et voilà, sur les films de genre. En fait, c'était toujours des films de genre. Et donc, c'est comme ça. Et j'ai vu, je sais pas quoi, j'ai vu Piala quand j'avais 35 ans. J'ai découvert le cinéma français beaucoup plus Donc tu t'es tard. structuré le cerveau en regardant l'âge d'or Exactement. hollywoodien. L'âge d'or hollywoodien, mais vraiment... et je prenais un réalisateur et on voyait... Avec les le films d'un côté réalisateur. obsessionnel des adolescents qu'on Exactement. connaît. Mais alors comment tu fais la bascule? Comment tu passes? Parce qu'il y a plein de gens qui sont des... Enfin, Un jour, je vais ça avoir existe les 12, cinéphiles 13 ans. qui deviennent Ouais, pas ouais. réalisateurs. Un jour, j'ai 12-13 ans et je vois La Nuit du Chasseur. Et là, je le vois... Donc tu as l'âge des enfants. À en gros. 14h, je le vois à 16h et je le vois à 18h. Ça me rend fou. Je me dis, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. On peut raconter des histoires comme ça, donc il faut que je fasse. Et donc, ensuite... Alors pour ceux qui savent pas, La Nuit du Chasseur, c'est un film... Ah, c'est un film Oui. ouais, avec Robert Mitchum, où il joue un pasteur, Harry Powell, qui fait le mal. qui est sans doute un des personnages les plus flippants et les plus immoraux de l'histoire du cinéma. Et il y a 2 gamins qui se retrouvent, qui essayent de lui échapper pendant tout le film. Exactement, il poursuit 2 enfants qui sont censés avoir un trésor. Et c'est le seul film réalisé par Charles Laughton. Et voilà, en 1955, avec une photographie noir et blanc de Cortez qui est magnifique. Enfin bon, c'est vraiment un grand film. Et donc je vois ça. Et donc après, mes parents veulent que je fasse des études de je sais pas quoi, d'éco, donc je fais de l'éco. Mon père me prend un jour et me dit non, le cinéma, c'est bien si t'es Belmondo, mais moi personne faisait du cinéma, tu vois. Et moi je voulais pas être acteur, je sais pas quoi, mais je voulais faire du cinéma, mais je n'y connaissais rien ni personne. Ah bah, Et t'avais donc, vu tout le cinéma. Oui, enfin, mais je connaissais pas. Tu connaissais pas de gens. Non, personne. Je savais pas, ça me semblait. Mais t'écrivais déjà complètement des inaccessible. histoires? Pas Tu- du tout. pas du tout. Mais je savais que je voulais faire du cinéma. Et donc j'ai fait Dauphine, qui est Une fac d'éco. une fac d'éco et de gestion et tout ça. Surtout Dauphine dans les années 80. Alors, les gars, alors là, c'était open bar de la cravate jaune et tu vois, tout le monde était fou. Et donc, j'ai fait ça, Dauphine dans les années 80. Et chaque fois qu'il y avait un mémoire ou un stage ou un truc, je le faisais dans le cinéma.
Donc j'ai fait un stage chez Karmitz, j'ai fait un mémoire sur, je sais pas quoi, quand il fallait un mémoire en marketing, le marketing du cinéma indépendant. Donc à chaque fois, je faisais ça. Et donc petit à petit, j'ai rencontré des gens. C'était Marin Karamitz. Ouais, c'était Marin Karmitz, Marine. Ouais. Patron du MK2. Le patron de MK2, c'est le MK de MK2. Mais parce que tu dis petit à petit, tu as rencontré des gens, mais il y a quand même une différence entre rencontrer des gens qui sont dans ce biotope Ouais. et faire. Ah oui, mais ça j'ai fait beaucoup plus tard. Donc après, j'ai mon premier boulot, c'était dans le cinéma. Je n'ai jamais travaillé dans le cinéma. Donc ça, c'est vraiment... tu sais, il y a Donc, t'aurais pu être ouvreuse. il y a ce truc, oui, exactement. Mais ça m'aurait plu et aussi. Mais c'est sûr qu'on dit la maison cinéma et le monde, tu sais. Et moi, c'était ma maison, c'est ma maison. Donc je connais, je peux toucher les murs, je sais comment ça marche. On vit abrité à l'abri de ça, du cinéma. Et donc moi, j'ai fait ça. Et donc j'ai travaillé. Mon premier boulot était pour un producteur espagnol qui avait acheté une petite boîte aux États-Unis. Donc j'avais 24 ans et il cherchait quelqu'un qui parlait anglais, espagnol, hop, et donc il m'a envoyé. Donc j'y suis allé, comme j'avais fait Dauphine, faire une audite de la boîte qu'il avait achetée. D'accord. Ouais. Et la boîte allait tellement mal que 3 semaines après, j'étais CIO, le directeur général de la Connoisseur Video and Film, qui avait un catalogue de 100 films, tu vois, mais qui vendait des films européens aux États-Unis. Donc, pour te dire, tout le monde s'en foutait. C'était à Los Angeles, mais c'était vraiment le plus bas du bas de la food chain. C'était avant le DVD, donc c'était des VHS. Donc il y avait un hangar qui était 3 fois comme ici, avec des Mexicains qui lisaient les journaux, puis tout d'un coup, hop, il y a un truc qui s'allumait, hop, et ils allaient pousser rec et play, tu vois, hop, et voilà, c'était parti. Et là, ils dupliquaient les cassettes vidéo. C'était comme ça, mais je me souviens quand je suis arrivé, j'ai acheté les droits de À bout de souffle pour 5 ans aux États-Unis, de tout. Et comme j'arrivais à Los Angeles, j'ai acheté aussi une Volvo d'occasion. Et la Volvo d'occasion était plus chère que les droits d'À bout de souffle. Tu vois, pour 5 ans, tout support aux États-Unis. À l'époque, tout le monde s'en foutait. C'est à partir du DVD où il a commencé à avoir des supports un peu stables qui permettaient de... Voilà. Et c'est exactement la même époque où Tarantino, il est dans des vidéoclubs. Oui, exactement. Oui, il regarde À bout de Même souffle, époque. justement. Ça se trouve, c'est il toi. voit ma copie. Ouais, c'est ça, Ah, il bah, va je veux dire, il voit mon master. C'est grâce Merci à toi, Thomas en fait. Bidguin. Ah, de rien, allez. J'ai beaucoup aidé Quentin, surtout au début. Maintenant, il vole de ses propres ailes et ça me fait plaisir. Mais ce plaisir de la transmission, c'est quelque chose. Et donc voilà, donc je fais ça pendant, je sais pas quoi, 3 ans. Puis après, pour ce même producteur espagnol, qui était un mec formidable, Elias Calejeta, qui était basque. Moi, je suis basque. On va commencer par là. Donc, je suis basque. Et donc, Elias Calejeta, qui avait produit tous les films de Carlos Saura, qui avait commencé à produire pendant la dictature en Espagne et qui était un gars formidable, un ancien joueur de football de la Real Sociedad, enfin, un mec en or, qui buvait pas mal. Et donc, avec le décalage horaire, Est-ce qu'il y aurait un lien entre être un être humain extraordinaire et boire pas picoler mal, peut-être. Ça t'arrangerait, ça. Ah, mais attends, Retire ça de suite. Et donc, voilà, Elias m'apprend le cinéma et il m'apprend ce que c'est. Et donc, là, je suis distributeur, je commence comme ça. Puis, c'était une époque où on pouvait faire des films pas chers du tout à New York. Donc, je quitte, une fois qu'on vend la boîte de distrib, je pars à New York pour toujours ce producteur et je produis un petit film, tout petit film, d'un réalisateur espagnol qui s'appelle Shampoo Horns. Et les cornes de shampoing et qui se passe dans le milieu de la nuit à New York, enfin tout ça, avec le chef-op d'Almodovar qui vient, toute une équipe espagnole. Et ça, un c'est en bazar, quelle année personne n'a de papier. Enfin vraiment, je te jure, c'était une Mais blague. on c'est dirait une quelle blague. année, ça, à peu près? Et ça, c'est, je sais pas quoi, je dois avoir 27 ans, donc c'est en 95. Donc New York est déjà nettoyé? Non, pas encore. Pas encore, c'est Non, encore non. Craspou Et ça, une grande partie se passe dans cette église qui était un La boîte de nightclub. nuit? Ouais, voilà. Putain. Et donc, je négocie avec le patron du nightclub. Pendant qu'on tourne, il y a le FBI qui vient, qui prend tous ces dossiers et tout ça, parce qu'il y a un trafic de dope. Tout le monde est archi défoncé. Ah bah, Tout le monde est archi défoncé. J'ai un type qui a juste les clés de chez les acteurs pour pouvoir les prendre et les sortir du lit. Et donc, c'était vraiment un bazar. Mais bon, on faisait un petit film, tu vois, ça coûtait, je sais pas quoi, $600,000. Mais voilà, on le sort en Espagne, dans plusieurs pays, c'était marrant. Et ensuite, je reviens en Europe, je travaille pour Karmitz. Je travaille, je sais pas quoi, pour d'autres boîtes, mais je suis mais toujours dans producteur. la production. Non, et dans la distribution. Distribution. Et quand j'arrive chez Karmitz, il me dit, au bout de 3 semaines, il me dit, bon, il faut même que tu fasses quelque chose. Tu sais que tu connais la distribution, et je deviens distributeur. Ok. Et c'est super distributeur, parce que quand tu es distributeur, la seule question que tu te poses, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un irait dépenser
dépenser 10 balles pour voir ce film. Donc, il faut qu'il y ait une promesse, il faut réfléchir comme ça. Et c'est un truc, quand tu es scénariste, c'est formidable de se poser cette question. Ça m'a donné un coup d'avance sur un truc. Et puis pareil, tu penses à la bande-annonce, tu penses au poster. Donc quand tu écris une scène, et avec Noé, ça, c'est un truc qu'on fait tout le temps. On écrit une scène, tu dis, est-ce qu'elle va être dans la bande-annonce ou pas Et si elle n'est pas, bon, déjà, c'est moins marrant. Et donc voilà, je débarque comme ça dans le cinéma, mais j'écris pas, j'écris très tard. J'écris, je dois avoir 35 ans. Et qui te dit vas-y écris? Personne me dit vas-y écris, mais ça n'arrive pas. Non, évidemment. Ça n'arrive pas, on est d'accord. Mais quel est le moment où Non, il faut avoir des gens. Non, en fait, fait, j'essaye de. Ensuite, je travaille pour une boîte qui s'appelle Why Not, et je monte un film, et c'est l'enfer. Le marché du cinéma indépendant aux États-Unis. s'écroule. Ouais, s'effondre. Il est pris par, je sais pas quoi, Miramax est là, tous les prix sont hauts. Et donc, ce que j'avais fait une première fois, et puis que j'ai continué à faire après pour Carmit, même, c'était de trouver des auteurs et de faire des petits films pour 1 million et tout ça, c'est plus possible. Donc, pendant 1 an, je fais perdre plein de sous à Cocheteux. Je développe un truc, j'arrive pas à le tourner. Et je déjeune avec un chef opérateur qui s'appelle Tom Richmond, et qui avait fait Killing Zoe, tout ça. La grande époque. Vois, grande époque. Grande Et époque. donc, il dit, ouais, je reviens à Los Angeles, et on a tourné un long métrage avec Naomi Watts en 1 semaine, et on a fait ça. Et moi, ça faisait 1 an que j'essayais de faire ça. Et donc, je rentre chez moi, à l'hôtel, et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire un film en 1 semaine? Et donc, j'essaye de trouver une histoire, et puis je trouve une, et je l'écris. Et puis, j'écris un truc, voilà. Mais en pensant juste à ça, comment est-ce qu'on tourne un truc en 1 semaine? Comment est-ce qu'on tourne un film en 1 semaine? Mais t'écris quoi, une espèce de synopsis? Une espèce de petite histoire, tu vois. Et puis, je déjeune avec un producteur et un réalisateur, je sais pas quoi, la semaine suivante, et je leur dis, voilà, j'ai réfléchi à ça. Non. Et puis, après le déjeuner, ils m'appellent, et ils me disent, on te l'achète. Je dis, ah bon? Et ils ont fait le film en 9 jours, qui s'appelle The Chateau. C'est le premier film que j'ai écrit. Et c'est un réalisateur américain qui s'appelle Jesse Peretz, qui a réalisé plein de trucs. Ensuite, il a réalisé Girl, les épisodes de la série Girl. Je connaissais Il a réalisé plein de trucs. Et qui est vraiment... Il y a Paul Rudd dans le film. C'est vraiment... Et donc, c'est un tout petit film. Ils le font en 9 jours et tout ça. Mais exactement comme je l'avais écrit. Donc, j'étais tellement content. Mais je n'avais pas écrit un scénario. J'avais juste écrit des situations comme ça. Et puis voilà. Et donc, je me dis, dis donc, c'est bien plus facile que tout ce que j'ai fait jusque-là. Parce que j'avais produit les films, je n'étais pas un très bon producteur. J'étais un mauvais producteur. J'avais distribué des films, je n'étais pas très bon. Puis distributeur, c'est vraiment un boulot de chef de gare, tu vois. Il y a un film qui arrive, voilà, le train arrive, il faut que tout le monde monte dans le train. Puis après, tu siffles, hop, le prochain. Et donc là, je fais ça, puis j'arrive à le vendre. J'étais épaté. Et donc, je crée une autre histoire et je la vends. Et on a l'aide au développement. Et donc là, je me dis que je vais devenir réalisateur. Puis finalement, je n'ai jamais réalisé ce truc. Et puis, cette histoire, qui était une histoire de père et de fils, ça dure 1 an, 2 ans à l'écrire. Et je connaissais Jacques, qui regardait un peu, à qui je faisais lire de temps en temps. Jacques Audiard, pardon. Et qui me disait... Qui était dans la bande à Cocheteux aussi, enfin qui était non, des gens... justement, c'est pas par Cocheteux. Non, c'est parce que, en fait, je fais perdre tellement de sous à Pascal, avec mon truc qui marche pas, que j'avais un copain, c'était Jacques Audiard, et qui me disait, ouais, mais je m'entends pas bien avec mes producteurs et tout ça. Je dis, venez, on déjeune ensemble. Et donc, je ramène c'est toi qui Jacques chez Cocheteux. Et on fait un déjeuner, et puis voilà, et l'idée vient de faire un remake qui va devenir De battre mon cœur s'est arrêté. Voilà. Parce que Jacques dit, mais moi je sais vous êtes marrant, mais moi je veux un sujet, et puis voilà. Et donc j'écrivais cette histoire de père et de fils qui parlait des établis, en fait. Ça s'appelait L'écarisseur, le fossoyeur de la gauche, et c'était le fils d'un établi qui allait, parce qu'il avait des problèmes, allait se cacher lui aussi à l'usine. Et donc voilà, j'essaye de monter ça pendant un certain nombre d'années. Je vais voir des acteurs, tout ça, Louis Garrel, mais c'était il y a très longtemps, je devais avoir 30 ans. Et donc voilà, et je rencontre plein d'acteurs, mais ce truc se fait jamais. Mais par contre, de ça, Jacques qui avait lu, je commence à travailler avec lui, parce qu'il avait lu les trucs. Et donc le 3e ou 4e truc que j'écris, c'est Un prophète avec lui. Ok. Et là, on arrive à la question. C'est la question que tu as demandé aux auditeurs. Oui, parce qu'on a demandé à ceux qui nous écoutent de nous envoyer des petites questions pour toi. Oui. Et donc là, c'est une question de Anaïs Anne qui te demande comment rester motivé après avoir gagné
autant de récompenses parce que Succès critique, t'as eu, d'entrée, t'as eu un César du meilleur scénario. C'était pour le prophète. Pour un prophète, Pour j'en le ai eu. prophète. Et j'en ai eu un autre. Et t'en as eu un autre. Et pour le film d'après, d'ailleurs, pour de Rouille. Exactement. De Rouilledos. Donc, comment. Et comment est-ce qu'on reste motivé? Ouais. Eh ben, c'est un métier, en fait. Donc, on reste motivé parce qu'il faut vivre, payer le loyer, parce qu'on explore des nouveaux trucs, parce que c'est un métier d'artisan, scénariste. Ouais. C'est pas un truc d'artiste. Donc, c'est pas un truc, on a l'inspiration une fois, et puis après, on pense que ça part. Non, on acquiert un savoir-faire, une technique, mais comme pour fabriquer des chaises. On fait une chaise magnifique. Mais Et est-ce qu'il y après, a on pas va essayer d'en aussi- faire d'autres qui soient aussi belles et aussi. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas eu une peur De faire moins bien. De faire moins bien et Bah, si, bien de sûr. décevoir et de. Si. un moment Mais- de Ah, doute, peut-être. mais, entre guillemets, salir les récompenses que tu as eues, parce que du coup, il y a un truc de. Non, il n'y a pas cette peur-là. Tu vois, après, je me souviens, il y a une année où j'ai écrit 2 trucs. C'était quoi? C'était le Saint-Laurent pour Bonello. On a écrit ça ensemble. Et c'était vraiment une réflexion sur le biopic, sur le truc. Parce que tous les biopics racontent toujours la même chose. D'où ça vient? Alors, d'où ça vient, je sais pas quoi, le complet pied de poule, si c'est, je sais pas quoi, Dior, ou d'où ça vient, My Way, quand c'est la biopic de Claude François, c'est toujours d'où ça vient. Et donc, on réfléchit, on se dit, non, pour changer les trucs, on va dire, on n'en sait rien. Et ça donne toujours des scènes gênantes d'où ça vient. Donc, on se dit, on va faire un truc sur ce qu'on sait, c'est ce que ça coûte. Et ça, ce que ça coûte d'écrire, ce que ça coûte d'avoir des trucs à faire, ce que ça coûte d'avoir un défilé, on peut imaginer à peu près ce que Puis ça, c'est. on le sent bien dans le Bonello. Hein, Exactement. que ça coûte. Eh ben, c'est ce que ça raconte. Ça raconte ce que ça coûte. Et donc, on a toute cette réflexion sur le biopic. Et puis, la même année, je réécris la famille Bélier. Et puis, arrive à la fin de l'année, les Césars. Et donc là, le jour de la nomination, je reçois un coup de fil. Ouais, bravo, super. Et là, où je me dis, et donc, je me dis, évidemment, c'est pour le film de Bertrand. Et rien du tout, c'était pour la famille Bélier. Ah ouais. Et on l'a pas eu, mais ça prouve que je sais pas quoi, les récompenses et tout ça, c'est pas. C'est pas une finalité. Non, non, loin de là. Et loin de là, c'est super. Hein, Ce serait quoi? Je suis très content ce serait d'avoir quoi des pour toi, récompenses. la finalité? Du coup, ce serait, je sais pas, faire. Après, 10 moi, je suis millions très d'entrées ambitieux, ou- alors j'essaye toujours. Non, c'est de faire œuvre. Ok. C'est de faire œuvre. Donc, ça manque un peu d'humilité, ce que je dis Ça là. serait, par Non, bah exemple, ouais, créer c'est- un personnage aussi impactant que celui de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, Par exemple, qui ou d'aller. devient un mythe. Ou que à lui des tout jeunes seul. gens voient, c'est un truc comme ça, et se disent Ah oui, d'accord. Que tu fasses Mais toi moi, le j'ai même souvenir, effet, parce ouais. que moi, j'ai grandi à une époque où vraiment on apprenait à vivre avec le cinéma. Je regardais, je sais pas quoi, les films de sauter, je disais, c'est ça comme ça qu'ils font les adultes. Ils fument des clopes. C'est comme ça, ils fument des clopes, Et ils ils parlent trompent comme leurs ça, femmes. ils s'engueulent pour ça, en fait. Ils ont des problèmes de pognon, en fait. Ils ont l'air d'aller bien, mais moyen. Et ou je sais pas quoi, ou comment est-ce qu'on parle aux filles, ou comment est-ce que. Voilà, et donc j'apprenais tout ça, à faire des blagues, mais beaucoup à parler aux filles. Et donc, c'était ça les trucs. Donc, je viens de là, et donc, si. Un truc, je pense que les cow-boys, il y a un truc un peu comme ça, un truc sur la transmission, sur comment, c'est quoi un adulte et comment est-ce qu'on peut être un peu meilleur que nos parents ou essayer de tourner un peu la table. Voilà, donc je pense que ça serait, c'est plus un moteur. Vas-y, François. Et après, c'est l'autre moteur, pardon, c'est de parler du monde. Je pense qu'il y a un truc, ça aussi, c'est pas très humble, mais de trouver des histoires qui peuvent raconter un peu le monde. Ça, c'est à hauteur de personnages, c'est un truc. Oui. Alors, Ouais. et comme tu parles de comment tu as démarré comme scénariste, c'est presque la façon dont tu te racontes, je trouve que c'est presque anodin, c'est-à-dire que c'est arrivé presque un peu par hasard. C'est-à-dire que d'un coup tu dis, je vais faire cette histoire. Non, mais je veux dire, Non, mais j'avais lu beaucoup de scénarios, Oui, j'avais oui. vu beaucoup de films. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es pas mis dans cette première histoire que tu vends, une espèce de pression, Non. de quoi, tac, et ça t'arrive presque par accident. Pas par accident, bien sûr. mais par contre, tu vois, ce que je racontais, c'était je raconte comment est-ce que ma question, c'était comment est-ce qu'on fait un film en une semaine. Et donc, je pense que si ma question, ça avait été comment est-ce que je raconte l'histoire qui m'impacte le plus, et mon oncle qui avait été comme ci, ou ma mère qui était... Je serais encore en train de l'écrire. Alors que je pense que ce qu'il faut, c'est penser au film, penser à un film, et puis l'écrire. Mais il faut avoir une pensée sur
un truc, il faut penser au film. Si on pense Mais là, c'était la contrainte qui t'a... Oui, mais c'est toujours ça. Mais c'est toujours la contrainte. C'est toujours la contrainte, on est d'accord. Quand Jacques me fait lire un prophète. Un prophète, c'était un scénario qu'on a adapté, un scénario d'Abdelraouf Dafri et Nicolas Peuffailly, et qui reçoit. Et comme on avait bossé ensemble sur De Battre, je lis le scénar, et puis voilà. Et donc, ça se passait juste un peu en fait en prison. Les 20 premières minutes, c'était l'histoire d'un gamin qui va en prison, qui était un petit voyou qui va en prison. Et puis ensuite, il sortait, et puis dès qu'il sortait, ça devenait un film plus classique de bandit. Et donc voilà, moi, l'idée, c'est comme ça que j'ai le boulot. C'est que je dis, non, il faut qu'il rentre à la première image et qu'il sorte à la dernière. C'est pareil, c'est imposer une contrainte. Et c'est dire, du coup, ça devient un film de prison. Donc il y a un genre, donc on va pouvoir explorer ou modifier les règles. Et donc voilà, mais c'est la contrainte, elle est vraiment... mais là, par exemple... Le plus dur, c'est la page blanche. C'est pas la page, c'est le chèque en blanc. Voilà. Le plus dur, c'est toujours ça. C'est quand c'est fais ce que tu veux. Ouais. Voilà. Fais ce que tu veux, c'est génial. Fais-toi plaisir. Un petit film. Alors que là, il y a toujours une contrainte. Tu dis, regarde, si tu regardes, mais même les frères Cohen, ils font un gros film, puis qui marche pas. Alors après, ils refont un petit film. Et puis, Ozon fait ça aussi. Il rebondit. Il y a toujours une contrainte par rapport... On se pose toujours la question... À combien d'échecs on a droit, voilà. Ça, c'est vraiment tu vois, on fait un prophète, on sort et on se dit, ah bon, c'est bon. On en a 2-3 devant nous, tranquille, voilà. On a 2-3 jokers. Et puis après, voilà, il faut que les films ils marchent un peu. C'est un art populaire, le cinéma. On n'écrit pas des livres. Donc, c'est un art populaire, il faut que ça marche. C'est comme ça coûte de l'argent. Enfin, par rapport à ce que coûte à écrire un livre, oui, ça coûte. Exactement. Et plus je pense maintenant, plus je trouve que ça ressemble aux chansons, en fait. Ça ressemble beaucoup aux chansons. C'est pareil, c'est un art populaire. Quand on fait une chanson, on ne fait pas une symphonie. Mais on essaye de faire un truc qui parle aux gens. Quand tu sors d'un film, tu te souviens de bouts de dialogue. Comme quand tu as écouté une chanson, tu te souviens d'une partie du refrain. Tu te dis, ah, c'était comme si. Et puis quand c'est bien fait, ça parle de toi. Quand c'est pas mal, ou si tu as une peine de cœur, ou si tous les films parlent de toi, ou toutes les chansons parlent de toi. Il y a un truc comme ça d'art populaire. Et toi, Juliette, quand tu as adapté Arrête de pleurer Pénélope, c'était quoi la contrainte? J'imagine qu'il y avait des trucs budgétaires. Il y en avait une de massif de contraintes. J'étais réalisatrice comme je suis pâtissière. Voilà, c'est ça. Oui, mais du coup, même tu as écrit le scénario aussi. On était à 4 à l'écrire. On était 4 filles. Mais du coup, il y avait, je sais pas, est-ce que tu t'es retrouvé face à des contraintes? Il parlait de 9 jours de tournage. Fallait couper un maximum de trucs. Non, mais nous, on savait qu'on avait un scénario on avait un budget qui était tout petit. Il était vraiment tout petit. Ouais. Et donc, il fallait qu'on savait avant d'écrire. Moi, je savais qu'on n'aurait pas d'argent. Puisqu'on n'avait pas de stars, puisque c'était nous les personnages principaux, donc on n'aurait pas d'argent. Et donc, il fallait qu'on ait un seul lieu. Voilà, la contrainte, c'était que ça tourne autour d'une maison. Et après, d'ailleurs, le moment pour moi qui a été le plus pénible, c'est le moment où il a fallu... on nous a fait visiter pas mal de maisons, une fois qu'on a trouvé la région qui nous filait les sous. Parce que moi, on n'a pas pu tourner, par exemple, dans ma région, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, il a fallu tourner en Rhône-Alpes. Très belle région. Mais c'est très joli. Mais moi, au niveau de mon imagination, ça me posait un problème parce que j'avais vu tout ça dans les Cévennes. Donc, ça me grattait un peu. Et on m'a fait visiter plein de maisons. Et je me souviens d'une soirée où j'ai dit « Oh non, mais je suis fatiguée, je vais me coucher ». Et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et j'ai pleuré. J'ai pleuré 3 heures de rang. Je ne savais pas pourquoi. Et j'ai pleuré parce qu'il n'y avait aucune... Je savais qu'il fallait que je dise oui à une des maisons qu'on avait vues, parce que c'était le seul moyen qu'on avait... Enfin, c'était la limite de l'argent qu'on avait. Mais moi, je savais que je n'avais pas trouvé ma maison. Mais je n'avais pas l'argent de... Et alors après, il a fallu que je tombe amoureuse de cette maison. Et là, pour le coup, c'est grâce à la décoratrice. Ah ouais. Ce que j'avais pas exactement dans les pierres, elle l'a trouvé, elle a réussi à... T'as contourné c'est grâce à elle, ouais. Et c'est elle qui m'a remonté le moral après en me disant t'inquiète, on va trouver d'autres moyens de... Est-ce que ça a modifié du coup l'écriture du film? Non, mais là, de toute façon, on était déjà quasiment au tournage. Quand on en est à visiter les maisons, le fait, par exemple, de devoir tourner en région Rhône-Alpes, ça a modifié peut-être des scènes, je ne sais pas. Non. Il peut y avoir une fête locale que tu avais imaginé dans les Cévennes. On a fabriqué un cimetière protestant. Parce que ça, il n'y en a pas dans les monts du Lyonnais, par exemple. Moi, je voulais tourner 2 scènes de cimetière. Pour moi, il fallait qu'il y ait 2 scènes de cimetière. Un cimetière protestant, c'est-à-dire les cimetières interdits, comme il y a chez moi, c'est-à-dire qu'ils sont au fond des jardins. Donc, c'est des cimetières cachés, c'est d'une beauté, mais tu sanglotes. Et un vrai cimetière, donc un bon
cimetière catholique, parce qu'on est en France. Et donc ça, ce cimetière Parpaillot, je l'avais pas. Et c'est pareil. C'est les gens du tournage qui sont venus me dire « On va te le faire, ton cimetière Parpaillot !» Et c'est un peu rigolo, mais ça, c'est de la contrainte, effectivement. Ok. Justement, parlons des étapes de production. On avait une question de Delker75 qui te demande quelle est l'implication du scénariste après l'écriture. Dans le tournage, dans le montage, on fait un truc très particulier avec Jacques. On a commencé à travailler ensemble sur Deux Battre et moi je travaillais en prod au début. Peut-être qu'avant même on peut préciser comment se passe l'écriture en fait, le travail du scénariste, parce qu'en fait on l'a pas fait. Ouais. Comment ça se passe Comment toi déjà mal. Comment toi t'écris dès on attend d'avoir vraiment un flingue sur la tempe et on s'y met. Vraiment, voilà. La procrastination. Non, mais je sais pas. Est-ce que vous écrivez déjà l'un balance l'idée générale avec Jacques. Ça se passe différemment avec chaque réalisateur. Par exemple avec Jacques, il y a des réalisateurs qui écrivent peu et puis avec Jacques c'est vraiment à quatre mains, c'est-à-dire qu'on est vraiment on fait moitié, je sais pas quoi, on est à peu près aussi impliqués l'un que l'autre là-dedans, et donc on se voit tous les jours, on parle un peu de la presse, de l'état du monde, et puis on s'y met, et puis et on avance, on fait d'abord on passe d'abord beaucoup de temps à parler du film. Qu'est-ce que ça va être, le film? On a un peu une idée de l'histoire, mais les histoires, c'est facile à bouger. Donc, ce qui est compliqué, c'est d'avoir une idée de ce que va être le film. Quel genre de film? Est-ce que c'est un film de 2h30? Est-ce que c'est un film très cher? Est-ce que c'est un film pas cher? Quel type d'émotion ça doit produire? Si on faisait un graphique comme ça avec un abscisse, l'histoire du cinéma et les genres en ordonnée comme ça, où est-ce qu'on mettrait l'épingle? Tu vois? Et donc on définit petit à petit ce que serait le film, quel genre d'émotion, comment est-ce qu'on peut en parler, quel genre. Puis on a comme ça une idée, comme un peu, on a une boîte dans laquelle on met des idées. Concrètement, vous êtes tous les deux dans un bureau et vous faites ça en discussion. Lui, il fume la pipe, ou de temps en temps, il me tape des cigarettes, moi, je fume des cigarettes. Et puis voilà, on se voit le matin. Et donc ça, c'est un long processus. Oui, on note, bien sûr. On note, on prend des notes, on écrit, voilà. Mais ça, c'est un travail qui se fait à deux. Et puis ensuite, on lit, on arrive à... On lit, on relit, on modifie un tas de trucs, puis on arrive à un traitement, puis on retravaille ce traitement, donc il doit faire, je sais pas quoi, 15-20 pages, ou un truc comme ça, qui est un peu le canevas de le comment être le film. Tu peux dire ce que c'est. Moi non, mais... Un traitement, c'est un objet un peu plus littéraire, c'est-à-dire qu'un scénario, c'est écrit avec c'est très normé, c'est très normé, donc ça commence, est-ce que la séquence est en intérieur, en extérieur, est-ce qu'elle est en jour, est-ce qu'elle est en nuit, est-ce qu'elle est dans la cuisine, ou dans le salon, dans la rue, et voilà, donc... On dit d'abord où ça se passe, puis ensuite il y a la colonne de gauche qui décrit l'action, puis ensuite on met le nom d'un personnage et ce qu'il va dire, puis le nom du personnage qui lui répond et ce qu'il va dire, et puis un peu d'action. Ça c'est la version finale. Voilà, ça c'est un scénario. Ça c'est le scénario final. Ou même le scénario, la première version du scénario. Oui, mais je veux dire, c'est avant, c'est le traitement. Mais donc c'est très détaillé. Et ça fait, je sais pas quoi, entre 90 et 110 pages. Un traitement, ça va faire 15 pages. C'est beaucoup plus facile à... c'est un mini-roman. Voilà, c'est un mini-roman, exactement. Et c'est plus malléable, c'est plus facile de dire « Ah oui, mais non, tel personnage, ça va pas. » Et puis d'intervenir à l'intérieur. Quand on a 90 pages, c'est compliqué de les bouger. 90 pages, c'est 1h30. Voilà, c'est ça, une page par minute à peu près, un scénario. Et dans le traitement, c'est-à-dire que tu as des blocs qui représentent un petit peu des séquences que tu peux bouger comme ça. Oui, voilà, exactement. On voit à peu près de toute façon où ça se situe, quel moment de l'histoire, et puis est-ce qu'il y a une ellipse entre deux séquences ou pas, ou est-ce qu'on est dans la continuité. Donc là, mais ça donne une idée du défilement, ça donne une idée du point de vue. Un film, un scénario, c'est un point de vue, c'est qui raconte l'histoire, à travers qui on voit l'histoire, et du temps qui passe. Combien de temps ça se passe? Un prophète, par exemple, ça se passe sur 7 ans. Et on sait qui raconte l'histoire et la durée que ça a. Et donc voilà, donc ensuite, le traitement, il permet de voir le parcours du personnage. Et donc, le parcours du personnage, il faut que ça soit... Et comme souvent, on fait des films de genre, donc c'est un peu un héros, donc il faut que le parcours soit le plus large possible, le plus long possible, et voilà. Et si le gars triomphe à la fin, c'est un héros. Ok. Et donc, il faut lui mettre des bâtons dans les roues, toutes les 5 minutes.
Ah, et s'il triomphe pas, c'est une fin un peu triste, mais Je souvent... voulais dire, c'est une femme. S'il triomphe pas, en général, c'est parce que c'est une tragédie. Et donc, il y a une scène de bagnole, on voit bien qu'elle a du mal. Non, pas du tout. Et... la poursuite de voiture, vous l'avez pas faite? Bah non, forcément, c'est une femme. Alors, mort au tournant, je sais pas. Et hop. C'est vrai que dans les films de femmes, il y a moins de poursuites de bagnole. Alors ça, C'est Thelma et Louise. Bon, Thelma et Louise, Ouais, effectivement. et Et ben voilà, justement, et l'accident. voilà, et comment ça se finit? Voilà. La mort au tournant. Elles ont pas tourné, elles sont allées tout droit. Et voilà, bon. Mais pas donc, compliqué. non, mais souvent, voilà, il faut que ça soit le plus. Et si, en fait, en général, il triomphe pas à la fin. Il triomphe pas comme il pensait. Il pensait qu'il allait atteindre le cœur de la cible, et en fait, non. Hop, il est un peu à gauche, mais c'était là sa vie. C'était là sa vie, oui, parce que... Tu vois, c'est ça, je sais pas quoi, de battre mon cœur s'est arrêté, c'est ça. Le gars veut être pianiste, mais évidemment, il sera jamais pianiste. Puis à la fin, en fait, il est l'accompagnateur de cette jeune pianiste qui lui donnait le son. Et donc, c'est pas loin, mais c'est pas ce qu'il pensait. c'est pas ce qu'il pensait, mais ça, c'est la vie des adultes. Hein. Et donc, Voilà. Au mieux. comment vous passez ensuite du traitement au Après, à un moment, il faut se scénario? mettre à rédiger, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment de l'écriture. Et là, c'est vraiment un moment où la Mais question, c'est comment est-ce qu'il parle. Mais justement, Vous le faites comment est-ce séparément Parce vous que faites, ça, oui, chacun, on écrit un peu ensemble au Mhm. début, et tout ça, et puis ensuite, d'abord souvent on part chez moi au Pays Basque, souvent, on va 10 jours, et puis là, on écrit chacun, et puis on écrit pendant 2 heures, puis on se retrouve, puis on s'échange les feuilles, puis on se relit, puis on se repasse dessus, et tout ça. Donc, Ok. les scènes, elles sont écrites 30 fois. Hein. Tu vois, Ok, un prophète, ça, on a mis 3 ans à l'écrire, le scénario, facilement. Moi, il y a un truc que j'ai expérimenté, que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est que écrire à plusieurs, c'est vraiment mieux pour moi, je trouve, pour le Moi théâtre. aussi. Voilà. Mais pour le En cinéma, revanche, ça ne me viendrait pas à l'idée d'écrire un roman Bien sûr. avec quelqu'un. C'est Oui. impossible. bien sûr, parce Est-ce que toi, tu sais, t'écrases. est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi? Ouais, parce que quand on écrit un scénario, on n'écrit pas pour être lu. On écrit pour produire des images. Et donc, on n'écrit pas pour être lu, donc, ni pour que ce soit un reflet de quelque chose de sa psyché, personnel, comme ouais. un livre. Mm. Un livre, moi je serais bien incapable, j'ai essayé des fois d'écrire des livres, c'est vraiment très difficile, parce que c'est autre chose. Ce qu'on essaye, c'est un style c'est une écriture qui va te ressembler et qui va parler de toi. Là, au cinéma, on va produire des images, on va parler de l'histoire, et c'est très différent. Donc il faut que ça soit bien écrit, quand même. Et puis là, moi, je vois bien quand je travaille avec des jeunes scénaristes ou ça, là, le premier truc, c'est qu'il faut qu'ils écrivent un peu bien. Mais une fois que c'est... Voilà, Qu'est-ce que tu appelles écrire un peu bien? Bah, pour un scénario, c'est un peu différent. Il faut un peu de vocabulaire, il faut avoir un sens du rythme. Et puis après, dans un scénario, il faut ça produit des images. Donc je vois, voilà, si la phrase c'est ils étaient là tous les 4 autour de la table, et voilà, bah, là, je sais qu'on est loin, parce qu'on voit tous les 4. Ou si c'est voilà, dans ses doigts, il triture une cigarette, bah, je sais j'ai un plan rapproché. Ouais. Ou, Faut que tu arrives à visualiser voilà, il tout faut de que suite le j'arrive plan. exactement. Il À, faut que je sache transformer, à quelle hauteur, en fait voilà. le texte en plan. plan, Il faut que je sais c'est quoi ok. la valeur de plan. Hmm. La phrase va me le donner. Ou même si je me rapproche petit à petit, tu vois, voilà. Et petit à petit, on découvre qu'en fait, voilà, c'était pas une cigarette, c'était autre chose. Ben, voilà, je me suis rapproché. Donc il faut vraiment écrire comme ça, et puis avoir un petit sens du rythme, parce que c'est beaucoup ça le cinéma. Il faut qu'il y ait du rythme. Ok. On a perdu la question, hein. Il y avait une question. Oui, avant. on va y revenir. Ah oui, c'était quoi? On peut y Ah revenir. oui. Quel est le travail du question de- scénariste, Après. l'implication du scénariste Ben, dans le avec reste, Jacques, mais fait on un peut truc, rester hein. sur Vas-y, on peut rester scénario. sur le avec Oui, travail toi. du parce que scénario. là, tu as parlé de ton mode de fonctionnement avec Jacques Audiard, mais est-ce que c'est comme tu dis qu'avec les autres, c'est un peu différent? Ouais, c'est toujours différent. Est-ce qu'il y a des moments où c'est toi qui amènes une idée d'histoire? Est-ce que, par exemple, avec Jacques Audiard, c'est plutôt lui et que vous travaillez ensemble? Enfin, voilà, c'est Avec ça. Jacques, c'est en général lui qui vient avec qui a une histoire. D'accord. Et toi, des fois, tu te dis, tiens, j'écris cette histoire, j'ai cette idée-là, je vais la proposer à un réalisateur ou un producteur, je sais qu'il recherche cette idée, Oui. ou tu Ça te m'est poses la arrivé question, de- tu dis, je ça m'arrive commence à d'avoir des écrire, à qui je histoires vais et de la les vendre. vendre. Ouais. Voilà, et de les vendre. Ça arrive. D'avoir des histoires. Après, maintenant, comme je réalise un peu, quand j'ai une bonne histoire, tout ça, je me dis... Tu te la gardes. Ouais, mais en fait... j'en garde 1 sur 5, souvent. Et en fait, elles deviennent autre chose. Elles deviennent autre chose, où où j'essaye de les vendre. Mais j'en ai un peu dans les tiroirs aussi qui me restent. Il y a des bouts qui vont... J'ai une idée de comédie comme ça, mais depuis 15 ans. Ouais. L'histoire d'un type qui fait des sous-titres, qui est amoureux d'une femme qui fait du doublage.
Sur mes lèvres. Et il s'envoie, et du coup, c'est comme ça qu'il communique. Parce qu'il sous-titre, il communique à travers un film coréen dont il raconte à chaque fois une histoire différente. Mais voilà, bon. C'est marrant. Mais, mais dans ces cas-là, comment comment toi tu fais quand tu es tout seul pour démarrer? Par exemple, imagine, tu démarres, parce que tu dis que tu travailles beaucoup avec les gens, tu as des co-scénaristes, même quand tu réalises, tu as un co-scénariste. Et quand tu te retrouves tout seul à dire, ok, j'ai cette idée qui est intéressante, est-ce que tu as une méthode qui est un peu différente? Est-ce que tu te disciplines? Enfin, comment tu fais, quoi? Non, en fait, quand on a une idée comme ça, je pense que je travaille sur plusieurs projets à la fois. Quand on est scénariste, on travaille sur 2 ou 3 projets à la fois, ou des fois 5. Donc on est toujours en retard sur un truc. Enfin, c'est terrible. Et puis il y a différents trucs de retard. Il y a le retard un peu, il y a le retard beaucoup, il y a le retard où on peut plus prendre personne au téléphone, où on prend plus même on prend plus le producteur au téléphone. Il y a le retard où on prend plus le réalisateur au téléphone. Il y a un retard où on n'écoute plus les messages qu'il laisse. On peut plus écouter. Ça m'est arrivé. Ma copine, tu peux écouter le message là que m'a envoyé ce producteur. Parce que moi je peux plus. Donc il y a vraiment beyond de retard de l'autre côté du retard. Et puis du coup on se met une pression quand on fait ça, c'est-à-dire qu'après on est obligé de rendre un truc. Et t'arrives à dormir la nuit dans ces cas-là? Ça c'est vraiment des trucs d'angoisse terribles. Mais ça, c'est l'angoisse du scénariste, elle est là. C'est une angoisse extérieure. Quand on réalise, on a une angoisse qui est beaucoup plus intérieure et qui est terrible aussi, mais qui est différente. Mais ça, c'est la pression Donc, j'en arrive à ça pour te dire... Non, mais sur l'écriture, c'est-à-dire que quand tu es tout seul pour écrire, comment tu t'organises? C'est ça, c'est qu'on n'a vraiment plus le choix. Et donc, quand on a vraiment plus le choix, il y a un moment où il faut écrire. Ce qui est très difficile. Oui, mais au début, tu l'as vendu à personne, donc en fait, tu sais pas si ça va être vendu. Une histoire quand elle commence. En fait, souvent, quand je travaille avec d'autres scénaristes, justement sur d'autres projets, et puis je dis j'ai l'idée d'un truc, ça serait ça. Et puis on peut la raconter d'abord en 1 minute, puis après on y pense comme ça, comme sur le burner du fond, là, voilà. Et puis après on peut la raconter en 4 minutes, puis à un moment on peut la raconter en 20 minutes, puis à un moment, les cow-boys c'est ça, hein. Et à un moment Noé il me dit viens on prend des notes parce que là il y a trop de choses. Et donc voilà, on prend, on se la raconte, et puis voilà pendant 20 minutes ou une demi-heure, et déjà on a 6 pages, et c'est les 6 pages qu'on va vendre. Et voilà, mais c'est parce qu'elles se nourrissent petit à petit En fait, les questions, c'est... Tu vois, et ça, c'est vraiment le truc des cow-boys. Les cow-boys, comme c'était un premier film, je me disais, tiens, voilà, de faire un western, c'était une bonne idée. De se dire, qu'est-ce que ferait un western aujourd'hui? Donc, il y a plein de scènes qui sont des clichés du western, mais qui sont maintenant, à un moment, je sais pas quoi, ils avancent, il y a des silhouettes qui marchent sur les toits. Sur les toits, comme dans un canyon. À un moment, ils fument le calumet de la paix avec un type. Enfin, voilà, c'est que des scènes, souvent, qui sont réinterprétées. Et donc, ça permet de voir comment John Ford les a fait, comment je sais pas quoi, d'autres les ont fait. Donc tous ces films que tu as vus quand tu étais minot et puis ado, le premier film que tu réalises, c'est un western. Absolument. Tu as bouffé du western, tu as fait un western. Ouais, exactement. Parce que ça me semble être avec une traque, et c'est vraiment et inspiré de John Ford. Donc il y a beaucoup de gens qui sont inspirés de La Prisonnière du désert, même Taxi Driver, c'est un peu ça, où il y a un film. On est d'accord que c'est la dernière phrase du film ou pas? Quand il prend la petite, il retrouve la petite John Wayne dans La Prisonnière du désert et il lui fait Let's Go Home Baby. Oui, exactement. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Okay. Parce que moi, c'est la seule chose dont je me souviens de tout le film. Ah oui. C'est l'histoire d'un gars qui va devenir fou. Mais là, la différence, c'est qu'il y a plus de surprises au scénario. Il y a plus, bon, voilà. Mais c'est inspiré de ça. Et donc, on commence à se raconter l'histoire. Et puis, petit à petit, on va la nourrir. Et petit à petit, au bout d'un moment, on a une vraie, je sais pas quoi, on a un récit complet, puis du coup un parcours du personnage, une idée de la aussi. forme. Et voilà, ce que je voulais dire, c'était quand on a souvent la petite histoire, la grande histoire, l'histoire d'un père qui cherche sa fille, puis la grande histoire, celle du djihadisme, et l'histoire du cinéma, si on a les 3 dans une histoire, on n'est pas trop mal. Et souvent, c'est ça. Moi, je m'interroge souvent sur pourquoi est-ce qu'on accepte ou pas un scénario. Donc, ou un travail. Et en général, c'est parce qu'il faut que ça produise des images. Il faut qu'on les ait pas vues. Il faut qu'il y ait un bon réalisateur, du coup, mais ça vient avec en général. Et il faut que ça me dise quelque chose du monde. C'est difficile, les films qui disent rien du monde, qui disent quelque chose de leur auteur uniquement, justement parce qu'on n'écrit pas des bouquins. Et puis parce que c'est un art populaire et qu'il faut que il faut que les gens aillent le voir, les films.
Et juste pour revenir un peu sur ce qu'on disait au début, quand je disais que les premiers scénarios que tu vends, tout ça, c'est presque un peu par hasard, par accident, et que en même temps, tu avais une espèce de un peu débonnaire, tu vois, c'est pas hyper important. Et quand tu dis oui, mais tu as une ambition que de raconter le monde, et là, quand tu fais les cow-boys, à un moment, est-ce que et on peut rappeler après les Césars, tout ça, la difficulté de s'y remettre. Est-ce qu'avec les cow-boys, là, est-ce qu'à un moment, t'as pas justement une pression, une angoisse autre Si, absolument. Là, c'est une angoisse très, comment dire, très interne. L'angoisse du scénariste, elle est très externe. C'est les coups de fil, les trucs, le temps, la qualité de ce qu'on va rendre. Ça. Là, c'est. Puis c'est même un passage pour toi, puisque là, c'est ton premier film de réalisateur. C'est un premier film que je fais après. Je sais pas quoi, j'ai 45 ans. Donc voilà. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de. On le sait. Enfin, dans le cinéma, je suis sûr que, comme tu connais hyper bien l'histoire du cinéma, tu dois avoir des tas d'exemples de... Jacques, par exemple, qui a fait le premier à 40 ans, je pense. Il n'y a pas de règles pour ça. Non, il n'y a pas vraiment de règles. Et puis même, je pense que c'est pas mal d'avoir un peu de savoir un peu. Mais j'avais jamais fait de court-métrage, j'avais jamais fait de trucs comme ça. Les courts-métrages, c'est un des passages généralement... Oui, en général, un peu obligé pour les réalisateurs. Exactement. On commence par faire petit. On fait petit, et mais puis toi non si plus, ça t'avais marche... pas fait Juliette, t'avais pas fait de court-métrage, toi non plus? Non, mais moi, il avait jamais été question que je sois réalisatrice, ça ne m'intéresse pas, ce métier. Moi, ce que j'aime, c'est regarder des films, c'est pas les faire. Enfin, pardon. C'est pas le même. Je l'ai fait parce que je voulais pas que qui que ce soit prenne notre histoire. Ouais. C'est tout, que je trouvais ça à vomir, quoi. Voilà, je trouvais l'idée même à vomir. Cette histoire-là, parce que c'était une histoire de notre jeunesse et que personne va raconter notre jeunesse, pardon, quoi. Ok. Et donc, en tant que scénariste... Ok. Je vais pas l'énerver plus. Non. Donc, quand tu es uniquement scénariste sur un film, est-ce que tu t'impliques aussi lors du tournage, ça dépend lors un du peu montage, avec qui, mais oui, selon je fais ça, voilà, selon d'abord la demande, et puis mais avec Jacques, par exemple, je regarde les rushs pour Jacques de tous les films depuis De Battre. D'accord. Et donc je regarde prise par prise et je fais des notes. Donc on a une espèce, d'ailleurs je garde tout ça. Il y a une espèce d'énorme bouquin qui serait des conversations de chaque jour de tournage des films, en disant voilà, et de ce qu'on apprend, de attention à tel comédien. Et puis depuis que je suis scénariste avec lui, donc à partir d'un prophète, ça permet aussi de réécrire pas mal de scènes pendant le tournage. Oui, parce que tel comédien va être différent, tel personnage va pas être comme on pensait, ou tel lieu. Et puis on a un truc avec Jacques qui s'appelle le cahier B, qui est des scènes en plus, des scènes qui ne sont pas dans le scénario. Et donc, voilà, qui viennent d'anciennes versions du scénario, ou de répétitions, et trucs comme ça. Et donc ça, c'est en fin de journée, hop, on peut se dire, tiens... Vous pouvez piocher là-dedans. Voilà, on peut piocher là-dedans des scènes, des trucs. Donc on a ce petit corpus. Et puis en regardant les rushs, il faut les regarder avec les yeux un peu ouverts, en se disant, voilà... il faut faire ça comme ci, comme ça, ou tiens, il est très violent là, mais c'est une scène qui vient trop tard, donc pourquoi on ne mettrait pas une scène où il est très violent plus tôt, parce que c'est très effectif. Ouais, donc en fait, voilà, pendant le tournage, il y a quand même parce que encore de l'écriture. L'idée, c'est qu'il faut que la boule continue de rouler. Le plus terrible quand on est scénariste, c'est quand tout est figé. Quand le gars filme le scénario. Et ça c'est terrible. C'est un peu ce qui se passe avec les séries, à cause du mode de production et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Ils sont jamais mieux que le texte. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte inverse, justement, de plus-value à la réalisation? Ça produit pas beaucoup d'images, ça produit sauf que quand tu écris, j'imagine que tu as un regard plutôt large sur tout ce qui va se passer. Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte de modifier certaines choses lors du tournage et te dire, ah ben mince, en fait, on n'aurait pas dû modifier ce truc-là? Il faut être agile avec ça. Parce que si... après on peut t'as moins de vision globale, en fait, lors du tournage. Au moment où on arrive au tournage, ça fait 1 an et demi qu'on écrit cette histoire, on connaît tous les personnages, on sait comment ils parlent, on se dit, tiens, mais si lui... mais eux, pourquoi ils se rencontrent jamais? Alors on finit un décor, on finit le décor de chez la mère, et on se dit, mais pourquoi est-ce que on n'a jamais fait son mari d'avant qui revient? Voilà. Donc là, on se dit, tiens, et si on peut écrire à la va-vite une scène comme ça, et comme on voit bien, on est dans le tempo, ces scènes, en général, comme le cahier B, c'est des trucs qui sont presque toujours à la fin dans le film. Okay. Mais il y avait une question que je me posais sur les obsessions. Comme tu as commencé justement tard, tu te connaissais déjà?
un peu. Bon, t'es un Ouais. garçon, donc tu me vais suis pas connu te connaître tard, des ouais, masses. exactement. Ouais, voilà. Mais il y a quand même des choses qui reviennent dans ton cinéma, que ce soit comme scénariste ou comme réalisateur. Déjà, au centre, c'est toujours un homme, à part dans De rouillé d'os. Non, ah ouais. Rouillé d'os, oui, c'est vrai, Rouillé d'os. Mais il y a d'autres trucs. J'ai écrit un truc qui s'appelle La perdre la raison, par exemple, qui racontait l'histoire d'une femme qui tue ses 5 enfants. Elle s'appelle Médée. Ben, un peu, mais c'était un fait divers, un vrai fait divers belge. Et tout ça, c'est un film de Joachim Lafosse. Ah oui, Oh punaise. Voilà, Ouais. donc j'ai écrit ça. Alors ouais. vraiment, ça, j'ai écrit tout. J'ai écrit j'ai écrit quelques Non, mais c'est passages parce de qu'en fait, femmes j'ai- dans le prochain. moi, je Mais pense- effectivement, je pensais souvent, c'est des La famille Bélier. La famille Bélier, c'est ça, d'une Oui, mais adolescente qui c'est s'en va. moins de ton. Enfin, Oui, c'est ça moins. vient- Il y avait déjà une histoire. Voilà, c'est ça. Ça vient pas de. Oui, l'histoire vient de pas toi. moi. Et est-ce que en avançant, ou là maintenant tu commences à avoir vraiment beau, même si tu as commencé tard, bouteille, tu commences ouais. à avoir de la bouteille, est-ce que tu commences à lire ton cinéma, ce que tu as écrit, et à te voir toi, et est-ce que ça te fasse rire de voir... Non, mais parce que je regarde pas les trucs que j'ai écrits. Je regarde plus. Mais tu t'en souviens. Je m'en souviens, mais Ça te revient pas quand tu n'arrives pas à dormir, quand tout à coup tu de te dis... temps en temps. Alors effectivement, maintenant je fais un peu plus gaffe. Je sais pas. L'émotion, mais je revois pas les films. Tu vois, les Cowboys, je l'ai pas revu. Ah oui, non, mais ça je me doute. Ouais, mais, ça, mais- je pense que c'est dur à regarder. Mais même, tu vois, par exemple, Un prophète, on l'avait vu à Cannes. Mhm. Et puis, des années plus tard, mais genre 7 ou 8 ans plus tard, on est à un festival, Jacques avec Dipan, moi avec les Cowboys. Et puis, ils nous disent, ah, puisque vous êtes tous les deux là, on va faire une projo. Et donc, on s'est assis, on a regardé le film, genre, je sais pas quoi, 7 ou 8 ans plus tard. Et c'était pas mal. C'était marrant, en tout cas, de le voir avec Jacques et d'en parler. Donc, tu vois ce qui tient moins bien, ce qui a vieilli, ou tout ça. Parce que je me demandais... Oui, est-ce qu'il y a des obsessions? Oui, parce que non, c'est plus qu'une obsession, c'est que en fait, Sagan, elle dit un truc sur l'écriture des romans, mais qui ne vaut peut-être pas pour le cinéma. Mais je te pose la question. Ouais. Elle dit, on écrit pour découvrir ce qu'on sait. Ouais, je vois. Est-ce que pour le cinéma, c'est pareil? Est-ce que je sais bien que tu racontes pas tes histoires différent. à toi, mais oui, mais tu vois, on raconte pas ces histoires à soi. Mais on raconte toujours de là où on est. On parle. Donc, c'est pour ça. Quand on dit et là ils vont au restaurant, l'idée d'un restaurant, c'est celle que moi je sais ce que c'est qu'un restaurant. Peut-être qu'on n'a pas la même idée de ce que c'est qu'un restaurant. Ou là, il appelle sa sœur. Mais c'est quoi une sœur? On n'a pas les mêmes relations, toi et moi, avec nos sœurs. Et donc voilà, de toute façon, on finit par écrire des trucs qui sont personnels. Mais est-ce qu'il y a comme des obsessions? Oui, sûrement, que j'aurais du mal à les voir. C'est souvent... La transmission, peut-être? La transmission, ça parle c'est beaucoup, vraiment un truc souvent. qui m'intéresse. Ça, recevoir, célébrer, transmettre. Mon père disait ça tout le temps. Recevoir, célébrer, transmettre. Et donc, je fais ça, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai toujours travaillé avec des gens plus jeunes aussi pour passer le truc. Moi, j'ai beaucoup appris avec Jacques. Et donc, je crois beaucoup à ce truc de la transmission. Les Cowboys, c'est vraiment un film sur la transmission. Et puis, il y a un truc... Je pense l'idée que les personnages ne sont pas des démocrates chrétiens, tu vois. Ils ne sont pas des... ils ne sont pas tous à la CFDT, quoi. Et donc, d'avoir des personnages qui sont un peu... Ou branche radicale. Ouais, qui sont un peu rudes. Ça, j'aime bien cette idée, d'avoir des personnages qui sont pas très sympas. Je crois beaucoup à ça. Je pense que si on a un personnage sympa, il peut rien lui arriver. Il va être triste ou content, mais bon, c'est tout. Alors que si on a un personnage qui est vraiment un mec dur, un mec qu'on n'aime pas forcément au début, si ces mecs-là qui sont un peu des connards, s'ils bougent de 5 degrés, si on arrive à les faire bouger, tac, ça donne foi dans toute l'humanité. Voilà. Je crois à ça. Et donc souvent, je prends des personnages qui sont pas... qui sont un peu difficiles d'accès, un peu rudes. Voilà, j'aime bien ça. Okay. Attention, spoiler, peut-être. C'est une question sur les Cowboys. Ah oui. Dans les Cowboys, tu décides de faire un truc qui est Hitchcockien, qui fait ce que fait Hitchcock dans Psychose. Ah oui. C'est-à-dire que au milieu du film, on change. Je peux le dire ou pas? Ouais, si tu veux, mais il y a plein de trucs dans les Cowboys qui sont des trucs page 2 du bouquin des scénarios, il faut pas le faire. Oui, non mais c'est même pas une histoire de c'est changer page de cheval au milieu de la course. Voilà. Ça serait ça. C'est que au milieu du film, un des personnages les plus importants disparaît. Voilà. On suit un autre personnage. On disparaît. Et Exactement. comme dans Psychose, où en fait on dit que l'héroïne, on pensait que c'était ce personnage-là, puis elle se fait tuer dans la douche. Et en fait, le film redémarre sur presque une autre histoire, avec un autre point de vue. Voilà.
Est-ce que alors et c'était volontaire, enfin pourquoi tu as voulu faire ça, pourquoi tu t'es dit tiens je vais faire ça dans ce film là? Parce que c'est un film sur la transmission. Oui. Et donc, à partir du moment où c'est un film sur la transmission, il faut qu'à un moment, je puisse parler du fils. Et donc, voilà. Et le père, il est déjà sur le territoire de la mort depuis un petit moment dans le film. Pardon, mais c'est quand même un père qui transmet pas grand-chose. C'est Bah, surtout le fils qui s'emploie à trouver son héritage. Ouais. Oui, mais en fait, Oui, mais la quête, c'est justement il hérite de la qu'est-ce qui a quête, le été fils. transmis en fait. Il hérite de la quête, mais il a... décide, la parce que noirceur lui de la quête. décide. Il hérite de la noirceur de la Non, mais quête, c'est- et puis lui va prendre un autre chemin, il va comprendre autre chose, Et et puis il va rentrer avec une squaw. Ouais, et failli finir comme lui aussi. Parce qu'il le À un suit, moment. il le Ouais, suit ouais, tout le long. Et c'est le exactement. moment où il le Lui, suit plus. c'est pas, mais vers la mort aussi. Voilà. Et alors, Exactement, il prend puis à un notre chemin. moment, il prend un autre chemin. Parce qu'il y a une dame qui lui dit, en anglais, qui lui dit « You brought me here, now you don't leave me ». Et donc voilà, et maintenant il la laisse pas. Et quand je me dis ça, parce que c'est ton personnage principal, c'est certainement sur ce nom-là que tu montes Ouais, financièrement le film. Comment tu vends ça aux producteurs? Parce qu'ils t'ont dit, mais non, tu peux pas. Ils t'ont dit à un moment, tu peux pas tuer tuer Oui, François Damien sur du mais film. d'abord, le scénario était vraiment pas mal, qu'on avait écrit avec Noé. Et donc, non, mais on a réussi à le vendre sans de nécessité de cast. Mm. Donc ensuite, je suis allé chercher François et tout ça. C'était pas facile. Il fallait trouver. C'est difficile de trouver un acteur qui joue un père. C'est vraiment difficile. À un moment, tous les acteurs c'était des pères et maintenant c'est tous des fils. Tu vois, et chez Claude Sauté, tu vois, ils ont tous 40 ans et je sais pas quoi, Montand, Reggiani, et c'est tous des pères. Et là, mais donc là et maintenant, tu regardes les petits mouchoirs, c'est tous des fils. Tu vois, et c'est difficile de trouver un père. Donc, je suis allé Heureusement chercher qu'ils se François. reproduisent pas. Hein. Ah oui, voilà. Mais moi, c'est ça que je C'est pense pour à ça, chaque fois. c'est Je me pour dis ça. merci mon Dieu, ils Merci font pas mon Dieu, ils n'ont d'enfants. pas d'enfants. Mais donc voilà, et donc non, on avait réussi à le financer sans avoir besoin de cast. D'accord. Et puis des gens avaient lu le scénario, et c'était pas mal le scénario. Et après, moi je crois un truc, c'est que maintenant souvent avec les séries, en fait, les gens sont prêts à des narrations qui sont beaucoup plus compliquées. Ah ouais, et tout ça. totalement. Oui. Donc on fait mourir la moitié du cast, je sais pas quoi, l'épisode puis, il y avait- 3, et puis il se passe des tas de trucs comme ça, et donc Mm. on est prêt à des narrations qui sont un peu Mais plus challenging. C'était avant ou après Des Mineurs? Parce que moi, le film qui m'avait fait, c'était fait là. Ouais. Je pense qu'on est créé pendant, ça doit être pendant un petit peu Parce que à peu près la même. Des Mineurs, c'était au bout d'un quart d'heure de film Ah oui, on que change de. l'acteur le plus connu mourait. Mm. Enfin, il explosait avec une mine antipersonnelle et bam, on passait Au suivant. à Ouais, celui ouais. qui est devenu super célèbre ensuite. Mais Oui, là, exactement. après, il tenait l'image pendant 1h30 et personne ne savait qui c'était. Comme Un comme peu ton- comme Finnegan Oldfield, Oui. voilà, qui Mhm. est pas très connu. et qui maintenant est, Et qui qui maintenant, maintenant, ça y est quoi. vit sa vie. Ouais. Mais donc ouais. Mais de toute façon, c'est chouette de connaître un peu les règles pour les briser, casser. quoi. Ouais. C'est ça qui fait que les films sont marrants ou les séries ou les trucs, c'est parce que ça va être, on va un peu bouger. Je sais pas quoi. Et Vas-y, justement, François. tu parlais du. J'ai pas fini cette phrase. Non, mais. Ouais, mais on a compris. Ah oui, pardon. Non, allez, vas-y. Et justement, comme tu disais dans les bouquins d'écriture, il faut absolument pas faire ça, tout ça. C'est quoi justement ton regard par rapport à ça? Est-ce que toi, Je n'ai jamais lu un bouquin sur how to L'écriture. make a scénario, jamais. J'avais toujours eu peur que d'autres gens l'aient lu et que du coup on se retrouve à faire les mêmes trucs. Et puis, comme je regarde beaucoup de films, il y a un moment où on voit très souvent les trucs. On les voit, tu sais, le gars qui est antagoniste, qui arrive dans le premier acte, et puis machin qui va s'engueuler, et puis il va devenir copain pendant tout le deuxième acte, et il va mourir dans le troisième acte. Et ces personnages, ces trucs, ces façons de faire, Les mécaniques. les mécaniques. Mais moi, c'est d'histoire. ce qui m'a vraiment plu dans les Cowboys, c'est que tout ce que j'anticipais ne se passait pas. Et Ouais, en fait, bah, on allait paf, dans une autre direction. Parce qu'il y a une règle, on va finir avec ça, une règle, c'est les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est la seule histoire. Ah bah, Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. c'est super. Bah, And c'est it's a wrap. And it's a Bravo. wrap. c'est là-dessus qu'on s'arrête. Merci beaucoup, Thomas Ah bah, Gillian. Thomas. C'était un plaisir, les gars. super cool. Vraiment, et ça passe très vite. Oui, Le- tout à fait. Le temps avec vous. Est-ce que tu as des films à l'affiche en ce moment Qui vont mais- sortir, qui peut-être vont sortir non. bientôt. Mais je suis en train d'en finir un, mais il sortira en décembre. Ok. Voilà. Que Et tu des réalises. trucs sur lesquels j'ai travaillé. Que qui tu sont- réalises. Ouais, que je Il réalise. y a- il y a- Si, j'ai il y a travaillé sur Good Good Door. Il y a Good Good Door, Door bien qu'on a sûr. vu avec Karim Leclou. De Clément Cogita. Ouais, avec Karim Leclou qui est vraiment super. Et Karim est formidable. Et voilà, c'était la deuxième fois que je travaillais avec Clément Cogita. J'avais sur Ni le ciel ni la terre, son premier film, j'avais travaillé avec. C'était formidable aussi. Eh ben, C'est un mec il excellent. est sans doute encore peut-être un peu à l'affiche. Il est encore un là. petit peu à l'affiche, mais à la Goutte d'Or.
Mais c'est souvent comme ça, les films que je fais. Ils sont disponibles en pharmacie et sur ordonnance. Merci François, merci Juliette, Merci. merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous ont envoyé des questions. On n'a pas pu toutes les poser parce qu'il y en avait beaucoup, mais on refera ça si ça vous va. Ouais. Voilà. On refera ça. Allez, Allez. bisous, à Allez. bientôt. Au revoir. Au revoir Au maintenant. revoir. Au revoir maintenant.